Bien, je vous propose de commencer. Bonjour, bienvenue déjà à ceux qui nous ont rejoints. Je me présente, donc Denis Chazalet, je suis conseiller environnement à la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Et ravi de vous accueillir donc pour ce webinaire sur l'eau, département du Rhône, co-organisé donc par les deux CCI du département du Rhône et le département du Rhône, et aussi dans le cadre donc de l'opération régionale avec les services de l'État sur la sobriété et l'efficacité hydrique des entreprises. Voilà, ce webinaire a pour objectif de vous apporter une meilleure connaissance des enjeux et perspectives de l'évolution de la situation et de l'évolution de la ressource en eau au niveau du département du Rhône, et également de vous apporter des clés, des informations sur les bonnes pratiques et les actions que vous pouvez mettre en œuvre dans vos entreprises pour optimiser, diminuer et optimiser vos consommations d'eau. Voilà, voilà un peu quelques rappels pratiques pour le bon déroulement de ce webinaire. Donc pour l'instant, gardez vos micros coupés pour que voilà, on ait tous un bon confort d'écoute et qu'il n'y ait pas d'interférence. Les questions évidemment sont possibles et même attendues tout au long de ce webinaire. Voilà, donc vous pouvez évidemment utiliser le chat pour ça et poser vos questions au fur et à mesure des présentations qui vont vous être faites. Et on aura aussi en fin de webinaire un temps spécifique dédié pour les échanges entre nous, durant lequel vous pourrez même aussi directement prendre la parole. Donc ce webinaire est enregistré, voilà, comme ça il pourra être mis à disposition pour ceux qui soit n'ont pas pu nous rejoindre, n'ont pas pu être présents ce matin, et le support PowerPoint qui vous est présenté vous sera envoyé donc à la suite de ce webinaire, ainsi qu'un questionnaire de satisfaction qui vous sera transmis également, et donc nous demandons évidemment de compléter pour pouvoir au mieux répondre à vos attentes. Alors, voilà le déroulé de nos échanges donc, qui vont s'étaler sur 1 heure jusqu'à 10 heures. Donc la partie accueil introduction que je suis en train de faire. Ensuite, je passerai donc la parole aux représentants du département du Rhône ainsi que le bureau d'études, donc le cabinet BRL Ingénierie, qui travaille avec eux sur justement la partie état des lieux et perspectives d'évolution de la ressource en eau sur le département. Ensuite, donc au niveau de la CCI, on vous fera un retour sur une enquête flash que nous avons menée justement sur des entreprises donc présentes sur ce territoire du département du Rhône, sur voilà, où elles en sont sur ce sujet de la ressource en eau, leurs besoins, quels usages elles en ont, quelles pratiques elles mettent en place, pour ensuite passer à une présentation aussi des échanges par la suite sur quelles bonnes pratiques vous pouvez mettre en place dans vos entreprises, selon que vous êtes une industrie, selon que vous êtes plutôt dans une activité, par exemple, liée à l'hôtellerie ou à la restauration, pour économiser cette ressource qui, vous allez le voir, devient de plus en plus précieuse. Voilà, et donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc ce temps d'échange et de partage. Voilà. Donc, vous avez là les intervenants qui vont prendre la parole successivement, à la fois donc, de la CCI du département et du cabinet BRL Ingénierie. Et donc, je vais immédiatement passer la parole donc, à Nicolas Laroche, donc responsable mission ENR et eau au niveau du département du Rhône. Bonjour à tous. Donc Nicolas Laroche, effectivement responsable de la mission au sein du département du Rhône et j'encadre le déploiement de l'étude stratégique eau et Rhône aujourd'hui et demain qui a été initiée fin d'année dernière par le département du Rhône. Cette initiative, finalement, elle repose sur une proposition du département de devenir chef de file d'une réflexion partagée autour de l'avenir de nos ressources en eau sur nos territoires et de nos besoins, en prenant en compte le changement climatique, les évolutions du climat, les évolutions autour de nos ressources et également tout ce qui est évolution sur nos besoins alimentaires, notre attractivité du territoire, nos pratiques agricoles. Donc c'est à ce titre-là que le département a proposé de conduire cette étude stratégique pour le compte des acteurs de l'eau, mais aussi ceux de l'aménagement. Et ce matin, vous le partagez à vous, acteurs de l'économie.
Cette étude, elle pose un diagnostic de la situation actuelle. Je laisse Denis passer à la slide suivante, s'il te plaît. Un diagnostic de la situation actuelle, de nos ressources, de nos usages, de nos besoins, euh, sur trois pas de temps, à la fois nos besoins actuels, la situation actuelle, et par situation actuelle, on s'est plutôt préoccupé sur la situation 2022, où on a eu une année assez critique d'un point de vue accès à l'eau. Et puis derrière, on cherche avec le bureau d'études à essayer d'amener des éléments de prospective sur deux horizons, un qu'on qualifie de moyen terme 2030 et puis un de plus long terme 2050. Vous allez voir par la suite de la présentation des éléments de l'étude que finalement on a été amené à descendre à l'échelle de sous-territoire parce que vous allez voir les ressources sont très différentes d'un territoire à l'autre, nos accès à l'eau le sont également. Donc l'étude qui a une portée départementale cherche aussi à faire des zooms par sous-secteur. Donc, vous verrez quelquefois des extraits territoriaux et des diagnostics territoriaux. Dernier mot avant de vous amener quelques éléments de connaissance de quelle est la situation actuelle et les éléments de prospective. Vous rappelez que cette étude, elle est accompagnée par les services de la préfecture, soutenue par l'Agence de l'eau et la Banque des territoires qui participent à l'élaboration de cette étude et à sa diffusion auprès des acteurs. Donc, il y a eu des ateliers similaires à celui de ce matin auprès des acteurs de l'eau, auprès des acteurs de l'aménagement. Et c'est aussi pour ça qu'avec les deux CCI du Rhône, on a souhaité vous partager ces éléments sous un format webinaire accessible à tous. Voilà. Je passe la parole à Cécile Robert, qui est chef de projet au ingénierie, le bureau d'études BR et l'ingénierie, nous accompagnant sur l'établissement de cette étude. Bonjour à tous, merci Nicolas. Je vais donc avoir la lourde tâche de vous faire un résumé en un quart d'heure, 20 minutes de ce qui s'est dit pendant quelques mois de diagnostic de cette étude. Ce qu'on va faire, c'est un rapide panorama de l'évolution du climat sur votre territoire et regarder ensuite les impacts que ça a sur les ressources en eau, à la fois superficielles et souterraines. Donc ça, c'est pour la partie quantitative. Dire aussi un mot des enjeux liés au milieu et à la qualité de l'eau, qui sont aussi liés dans une certaine mesure au changement climatique. Et puis ensuite faire un point sur les usages préleveurs de la ressource en eau et voir comment ils peuvent évoluer à la fois du fait de tendances socio-économiques et puis comment ils sont impactés aussi par ces enjeux liés à la ressource en eau. Alors si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, quand on regarde en fait comment a évolué le climat sur les dernières décennies sur votre territoire, on voit comme à l'échelle mondiale et nationale qu'on a déjà une forte augmentation de la température. Sur la période 1960-2022, on a une augmentation de la température moyenne annuelle de 2,8 degrés. Ça, c'est de manière homogène sur l'ensemble du territoire. Par contre, si on regarde au niveau saisonnier, cette augmentation, elle est légèrement plus forte sur la moyenne estivale, avec plus 3,2 degrés. Alors, ça peut ne pas paraître énorme, hein, 2-3 degrés de plus, mais pour se représenter les choses, 5 degrés de moins, c'était la dernière période glaciaire. Donc, c'est pas grand-chose en degrés, mais c'est vraiment important en termes de conséquences sur les territoires, et ça justifie qu'il faille agir vraiment rapidement à la fois pour atténuer le changement climatique et pour s'adapter. C'est l'objet de la feuille de route qu'on est en train de construire avec le département. À droite, vous avez un autre indicateur qui est l'ETP, l'évapotranspiration potentielle, qui a aussi beaucoup augmenté en lien avec l'augmentation des températures notamment. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un indicateur qui est très important pour l'activité agricole. Donc, les industries agroalimentaires peuvent être aussi concernées par cet indicateur qui va avoir des forts impacts sur les besoins en eau des cultures. On a regardé aussi les précipitations. Là, on n'a pas de tendance significative, donc c'est important à noter sur le passé. En fait, les précipitations, elles sont très variables selon les années. On voit qu'en moyenne, il pleut à peu près 800 mm sur le département du Rhône, mais il y a des années où il pleut très peu, comme en 2020, et puis d'autres où il pleut beaucoup, comme cette année par exemple, mais pas de tendance significative, que ce soit à la hausse ou à la baisse. De la même manière, on a regardé le déficit hydrique qui, lui, s'accentue fortement, donc en lien avec le besoin en eau des cultures, qui augmente. Et s'il n'est pas couvert par le climat, on peut avoir des besoins en eau qui s'expriment à travers des demandes en eau d'irrigation, donc avec un renforcement des demandes d'accès à l'eau pour l'agriculture. Ça, c'est pour le passé. Ensuite, on a regardé ce qui pourrait continuer à se passer dans le futur, puisqu'on le rappelle, l'horizon de l'étude, c'est à peu près le milieu du siècle au plus loin.
Donc les températures vont continuer à augmenter selon différents modèles en fonction de quels efforts on fera à l'échelle mondiale pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On pourrait avoir une augmentation de l'ordre de plus 1,3 à 1,5 degrés à l'horizon 2030 et jusqu'à 2,3 degrés en plus à l'horizon 2050, avec toujours un réchauffement plus marqué l'été. En termes de précipitations, il y a toujours des très fortes incertitudes, quel que soit l'horizon auquel on se projette et le scénario d'émissions de gaz à effet de serre qu'on considère. Il pourrait y avoir une légère hausse des précipitations en moyenne annuelle. Et puis au niveau saisonnier, pas de plus d'informations fiables à vous transmettre. Pour se représenter un peu les choses, ça veut dire qu'en horizon milieu de siècle, le plus chaud qu'on aurait l'été, ce serait, enfin la moyenne qu'on aurait pendant l'été, ce serait ce qu'on aurait de plus chaud aujourd'hui. Donc c'est une réelle augmentation des conditions. Ensuite, pour les ressources. Donc, votre territoire, il est principalement situé sur le bassin hydrographique Rhône-Méditerranée, même s'il y a une petite partie sur le flanc du Massif central qui est située sur le bassin versant de la Loire, donc c'est-à-dire des eaux qui se jettent dans l'océan Atlantique. Sur la partie Rhône, on a deux cours d'eau majeurs qui constituent le système hydrographique du territoire. Il y a le Rhône, bien sûr, principalement, et puis la Saône, qui est le principal affluent en rive droite du Rhône, avec plusieurs sous-bassins versants qui sont concernés par ces trois grands systèmes, et des acteurs importants sur ces territoires, qui sont les syndicats de rivières, qui agissent pour préserver à la fois les milieux et la ressource en eau, chacun sur leur territoire. Donc, de la même manière que pour le climat, on a regardé comment avaient évolué les ressources superficielles dans les dernières décennies, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Il y a une étude qui a été conduite par nous pour l'Agence de l'eau et RMC sur l'évolution des débits du Rhône passé et comment ils pourraient continuer à évoluer en lien avec le changement climatique. Et on montre qu'à l'étillage, au niveau de Ternay, donc qui est la station la plus proche de votre territoire juste à Laval, on observe déjà une baisse de 10% des indicateurs à l'étillage, avec par contre au niveau annuel une absence de baisse significative du débit moyen. Pour la Saône, on a une baisse de l'ordre de 15%, donc pareil, déjà un impact notable sur les indicateurs d'étiage, de la même manière sans baisse sur les débits moyens annuels. Et puis sur les affluents plus locaux du Rhône et de la Saône, des baisses variables qui peuvent être de l'ordre de moins 15 à moins 25% des débits annuels cette fois, et également sur certains cours d'eau, des baisses des débits à l'étillage. Si on se projette maintenant sur la poursuite de l'évolution des débits des cours d'eau du territoire à l'horizon 2050, on voit qu'on aura, d'après l'étude Explore 2 qui vient de se terminer, une poursuite de ces baisses des débits à l'étillage, avec des estimations de l'ordre de moins 20 à moins 30% des débits entre la période de référence, donc qui est entre 1976 et 2005, et l'horizon milieu de siècle. Donc c'est dans la continuité des résultats qu'on a pu identifier sur la période historique, et c'est aussi cohérent avec ce qu'on observe sur le terrain, avec une augmentation des périodes où il n'y a pas d'eau dans les cours d'eau qui s'accentue dans les dernières années. On a regardé aussi avec notre partenaire Hydrofis ce qui concerne les ressources souterraines qui sont également mobilisées sur le territoire, pour voir s'il y avait ou pas des marges de manœuvre en termes de possibilités de prélèvement par rapport à l'état des ressources. Donc sur la région lyonnaise, c'est-à-dire l'est et l'ouest lyonnais, les principales ressources qui sont aujourd'hui mobilisées, c'est la nappe de l'est lyonnais et du Garonne, et puis les alluvions du Rhône. Dans le cas des deux nappes, on n'a pas de possibilité de prélèvement supplémentaire, puisqu'elles sont déjà fortement exploitées, bien connues, surveillées, mais avec des contraintes quantitatives qui font qu'il y a des plans de gestion de la ressource en eau qui ont été établis, et une stabilité des prélèvements, voire un besoin de réduire pour préserver ces ressources. Sur les alluvions du Rhône, ils sont aussi bien connus et mobilisés. En termes quantitatifs, sur le Rhône, on n'a pas de problématique quantitative à ce stade. Par contre, il peut y avoir des enjeux liés à la qualité, on pourra y revenir. Et puis, il y a une autre ressource qui est peu mobilisée pour l'instant, c'est la nappe profonde de la menace, donc, qui est en dessous des ressources qu'on évoquait, dont la qualité est à préciser et le potentiel de mobilisation à confirmer. Sur le flanc est du Massif central, donc c'est la partie ouest de votre territoire, c'est des aquifères de socle, donc c'est des petites ressources assez dispersées
qui contribuent au débit des cours d'eau. Donc, notamment l'été, il y a un enjeu pour maintenir un débit dans les cours d'eau. C'est des ressources qui sont difficiles à mobiliser. Il pourrait y avoir des possibilités de sécurisation locale, mais difficiles à envisager, en tout cas pas une solution globale à envisager à travers cette ressource. Et puis dans le Val-de-Saône, donc on a de la même manière que pour le Rhône, les alluvions de la Saône qui sont mobilisées pour les usages, avec pareil des enjeux de qualité à confirmer. Et trois types de ressources qui sont peu connues pour l'instant, qui nécessiteraient d'engager des études détaillées pour voir s'il y aurait des potentialités de mobilisation. Donc il y a les massifs calcaires, les formations de l'Oligocène et puis les sables pliocènes qui sont évoqués par plusieurs acteurs. Sur toutes ces ressources, on voit déjà un impact du changement climatique avec des niveaux de recharge qui ont diminué. Alors entre 15 et 30 %, c'est des ordres de grandeur, mais en tout cas, ça a baissé dans les dernières décennies et ça devrait continuer à le faire à l'avenir de la même façon que ce qu'on a observé pour les ressources superficielles. Pour dire deux mots sur les milieux et la qualité de l'eau, c'est pas le cœur du sujet, mais c'est important quand même d'en parler. Euh, il y a un fort enjeu de préservation des milieux aquatiques et humides en lien avec les services écosystémiques qui rendent à la fois sur l'épuration des eaux, sur l'abaissement des températures, sur le cadre de vie et sur la biodiversité. Donc on parle à la fois des cours d'eau, des zones humides, des ripisciles, c'est-à-dire les espaces de boisement au bord des cours d'eau. Donc c'est tous ces espaces qui sont riches dans le département du Rhône et qui sont à préserver. Et on a des enjeux, alors là, indépendamment du climat sur ces milieux-là, puisqu'on a un état écologique médiocre sur à peu près 50% des tronçons des cours d'eau, liés principalement à des atteintes à la morphologie. Donc c'est tous les travaux qu'il y a pu avoir autour de ces cours d'eau qui les impactent. On a également des problématiques qualité qui sont liées principalement aux usages avec des pollutions phytosanitaires, nitrates, les PFAS qu'on peut évoquer notamment au sud de Lyon. Et puis là, quand on regarde plus les impacts du changement climatique, on voit qu'on a des débits en baisse sur certains cours d'eau, des périodes d'assec qui augmentent et des évolutions aussi des températures estivales, des hausses de température qui ont un impact à la fois sur le milieu et puis sur les populations de poissons, avec des impacts en termes de reproduction et de peuplement. Il y a beaucoup de démarches qui sont déjà engagées, à la fois pour l'état des milieux et puis pour la continuité écologique, notamment portée par les syndicats de rivière, aussi par le département dans le cadre de sa stratégie espace naturel sensible. Et puis des axes qui sont proposés par l'agence RMC dans le cadre de son plan d'adaptation de bassin au changement climatique qui indique que le territoire est globalement très vulnérable par rapport aux enjeux milieux. Si on regarde maintenant les usages, donc pour un premier panorama général des prélèvements sur le territoire, pour se donner quelques grosses ordres de grandeur, on a à peu près 50 millions de mètres cubes qui sont prélevés annuellement sur le territoire, dont 36 millions, pardon, pas pour cent, dans les ressources souterraines et 14 dans les ressources superficielles. Ces prélèvements, ils se répartissent entre trois usages principaux, deux surtout principaux. L'eau potable qui représente la moitié, l'agriculture à peu près 40%, sachant que l'agriculture c'est très variable selon les conditions météorologiques de l'année, ça peut varier entre 30% et presque 50% les années très sèches où les plantes ont besoin d'eau. Et puis à peu près 10% pour l'usage industriel et moins de 1% pour d'autres usages qu'on n'évoquera pas particulièrement. Donc l'industrie, c'est à peu près 4 millions de mètres cubes, dont 90% prélevés dans les eaux souterraines. On voit qu'on a une tendance globalement depuis 2015 à une baisse globale des prélèvements, même si certaines années particulièrement sèches et chaudes, on a des niveaux de prélèvement qui reviennent aux années 2015, liés notamment aux prélèvements agricoles. Si on regarde maintenant à l'échelle mensuelle, on a des usages pour lesquels c'est assez lissé sur l'année, comme les industries et puis l'eau potable. Oui, merci Nicolas de préciser. Tout ce qui est indiqué là, c'est vraiment ciblé sur le département du Rhône, donc à l'exclusion de la métropole de Lyon. Pour ceux d'entre vous qui avaient peut-être participé aux assises de l'eau il y a 2 ans, les grandeurs qui étaient présentées concernaient à la fois département et métropole, donc les grandeurs sont différentes quand on se focalise sur le département du Rhône. À l'échelle mensuelle, donc on a un pic sur la période estivale qui est lié notamment aux prélèvements agricoles qui sont concentrés sur 6 mois de l'année, en gros, d'avril à septembre, au moment où les plantes ont le plus besoin d'eau. Et puis, ce que je vous indiquais juste avant, les écarts entre année humide et année sèche, on voit pour les prélèvements agricoles qu'en année comme en 2020, on a des prélèvements beaucoup plus importants, notamment en juillet, août, septembre, par rapport à une année plus sèche.
Ces prélèvements, ils sont répartis sur le territoire principalement, alors là, tous usages confondus, principalement le long des axes Rhône et Saône et au niveau de l'Est lyonnais. Pour les prélèvements industriels, donc ce que vous voyez en triangle et en jaune sur cette carte, donc ils sont pas très gros, donc on les voit pas forcément très très bien à votre échelle. Donc ils sont principalement souterrains et les ressources mobilisées, c'est principalement le Rhône et sa nappe à 37%, la nappe de l'Est lyonnais 26% et la Saône pour 14%. Alors maintenant, je vous propose un focus rapide par usage. Donc si on regarde d'abord l'eau potable, on a 25 millions de mètres cubes qui sont prélevés par an pour l'eau potable, principalement dans la nappe alluviale de la Saône, dans la nappe alluviale du Rhône et dans la nappe du Garonne. Donc on rappelle, la nappe du Garonne et l'Est lyonnais sont des ressources en tension qui sont mobilisées par l'eau potable. En termes de volume, donc je ne reviens pas sur le volume général, on l'a déjà présenté. Il y a à peu près un peu moins de 700 000 habitants qui sont desservis par les ressources du département. Donc une partie de cette population est en dehors du département du Rhône, mais alimentée par des ressources du Rhône. Et 145 000 habitants du Rhône qui, eux, sont alimentés par la nappe alluviale de la Loire, euh, qui est à l'extérieur du territoire. En termes de quelques ratios, indiquer qu'on a des rendements de réseau potable qui sont plutôt bons par rapport au territoire national, avec 82% à l'échelle du département. Un enjeu de maintenir ces bons rendements de réseau pour économiser l'eau, et un enjeu aussi de renouveler les réseaux pour pouvoir maintenir ce bon niveau de rendement. Par rapport à l'enjeu eau potable, on voit qu'on a des populations qui vont arriver sur le territoire d'après les projections qui sont faites par l'INSEE et les SCOT. Ce qu'on peut donner comme grands ordres de grandeur, c'est que si on conserve les mêmes ratios de consommation unitaire, donc 130 litres par jour par habitant, et le rendement de réseau actuel, ce serait à peu près 2 millions de mètres cubes supplémentaires nécessaires par an à l'horizon 2030 et 4 millions de mètres cubes à l'horizon 2050. C'est des volumes qui sont assez importants. On le disait, 10 millions de mètres cubes pour l'industrie, bon là c'est 5 fois moins en plus pour l'eau potable à l'horizon 2030, qui peuvent varier beaucoup si on fait des efforts sur les consommations unitaires ou sur les rendements de réseau et s'annuler de cette façon-là. Pour regarder quelle était la vulnérabilité de l'usage eau potable aujourd'hui et à l'avenir, on a regardé plusieurs paramètres. Donc on a représenté les syndicats de distribution et de prélèvement de ressources sur le département du Rhône. Donc ce qu'on peut noter déjà, sans rentrer dans le détail, c'est qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a un vrai enjeu à travailler tous ensemble pour pouvoir s'adapter. Et puis on a regardé ensuite quelles étaient les ressources mobilisées qui étaient en tension quantitative, quels étaient les territoires qui n'étaient pas sécurisés, c'est-à-dire qui n'avaient pas d'interconnexion avec des voisins en cas de problématique, qu'elle soit quantitative ou qualitative. Est-ce qu'il y avait des enjeux qualité particuliers sur certains territoires et est-ce qu'il y avait des enjeux de taux de renouvellement trop bas aussi sur certains territoires. Si on passe tout de suite à la conclusion, ce qu'on peut noter, alors je vous propose de cliquer plusieurs fois parce qu'il y a une animation, mais ça sera plus simple de tout mettre d'un coup. Voilà, juste une fois de moins. On a à peu près 70% de la population du Rhône qui est sécurisée, donc ça veut quand même dire que 30% de la population ne l'est pas, avec 4 secteurs qui sont vulnérables, 2 aujourd'hui et puis 2 à moyen terme, et globalement une question qui émerge sur l'âge des réseaux avec un enjeu de renouvellement pour maintenir les bons niveaux de rendement. Des enjeux forts aussi sur la qualité avec des enjeux liés à la baisse des débits. Donc, si on a moins de débit dans les cours d'eau, on dilue moins les pollutions, donc on a des impacts plus forts. Et puis des problématiques alors qui existent déjà depuis des années ou qui émergent progressivement, et ça change régulièrement, des problèmes de phytosanitaires, de nitrates, de PFAS, etc., à prendre en compte pour préserver la qualité de l'eau. En termes de tension, donc les gros secteurs vulnérables déjà aujourd'hui sont au niveau du Beaujolais. On a de nouveaux secteurs qui apparaissent en tension à moyen terme, donc au niveau de Marennes, Chaponnay, dans l'Est lyonnais, et des 2 syndicats qui s'alimentent à partir de la nappe du Garonne dans l'Ouest lyonnais. Et puis le secteur de Anse et Région qui a des difficultés d'approvisionnement en période de sécheresse, qui est interconnecté, donc c'est une problématique jugée moins cruciale aujourd'hui que les 4 autres qu'on vient d'évoquer. Si on regarde ensuite l'agriculture, donc vous êtes un département assez agricole avec près 126 000 hectares de SAU, des territoires agricoles qui sont représentés sur la gauche de la diapositive, qui sont assez diversifiés, hein. Pour juste dire 2 mots, on a
Le Beaujolais viticole, par exemple, en violet sur le graphe. On a l'Est lyonnais avec une place importante des grandes cultures, donc des spécificités fortes, ce qui explique, comme l'indiquait Nicolas en introduction, qu'on raisonne par sous-secteur pour voir quelles sont les vulnérabilités spécifiques. L'agriculture, en termes de prélèvement, c'est en moyenne 21 millions, c'est la diapositive suivante, c'est en moyenne 21 millions de mètres cubes par an, donc très variable comme on le disait, 40% eau souterraine, 60% eau superficielle, avec des prélèvements majoritairement concentrés sur trois ressources, le Rhône superficiel et sa nappe, la nappe de l'Est lyonnais en souterrain, et puis la Brévenne Turdine, donc qui est mentionnée en troisième, mais qui est bien en dessous en termes de niveau de prélèvement. Sur la droite, vous avez représenté en rouge les réseaux collectifs qui existent sur le territoire, donc qui sont majoritairement concentrés sur l'Est et l'Ouest lyonnais, avec aussi la plaine des Chers, donc un peu plus au nord, direction le Val-de-Saône. Et puis les petits points turquoise, on va dire, que vous voyez, c'est les retenues qui existent sur le territoire, qui représentent aussi un volume de stockage qui peut être mobilisé pour les productions agricoles. En termes d'enjeux pour l'agriculture, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a un accès à l'eau qui est très inégal selon les territoires et donc des situations qui sont très différentes aussi pour l'activité agricole. Il y a le territoire donc, qui est en vert au sud, sur l'est et l'ouest lyonnais, a accès à une ressource durable collective à travers notamment le réseau du SMAR et qui mobilise une ressource liée au Rhône qui est durable. Si on repart par le nord, dans le Beaujolais, donc on a le Val-de-Saône euh, qui a accès à l'eau, mais où il y a des tensions aujourd'hui sur la Saône à l'étiage, des problématiques d'arrêté sécheresse, donc des solutions à creuser euh, sur ce sujet-là. On a, en remontant vers les monts, la partie viticole du Beaujolais, avec des questionnements sur le futur de la vigne vis-à-vis du changement climatique, et encore plus vers les monts, une zone qui n'a pas du tout d'accès collectif à l'eau, peu de retenues collinaires et des problématiques de tarissement de sources qui posent des problèmes notamment pour l'abreuvement. Au sud, on a un territoire, donc dans les monts du Lyonnais, où il y a des retenues, mais des problématiques de remplissage, donc des difficultés qui se présentent pour l'avenir. Et puis sur le Pilat rhodanien, on est un peu loin des réseaux collectifs. On a quelques retenues, mais pas beaucoup, donc on a un territoire qui est fortement en demande de solutions. Et enfin, pour l'industrie, donc on va juste en dire deux mots, puisque c'est l'objet principal du webinaire et vous en savez plus que moi sur le sujet. En termes de prélèvement, donc c'est à peu près 4 millions de mètres cubes par an. C'est principalement de l'eau qui est mobilisée pour les process industriels. Il y a une petite partie pour du refroidissement. 90% des prélèvements dans la ressource superficielle. Les ressources, on en a déjà parlé. Ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait déjà eu des efforts consentis sur la sobriété hydrique. On le voit sur le graphique depuis 2015. On a globalement une tendance à la baisse des prélèvements. Sur le futur, on avait peu d'éléments sur des potentiels nouveaux projets, enfin nouvelles industries qui pourraient émerger et nécessiter des besoins en eau supplémentaires. La question maintenant, c'est en termes de vulnérabilité, les problématiques liées à la température qui amènent des contraintes en plus sur les rejets, la question des arrêtés sécheresse qui impactent les industries dès le seuil de vigilance, et puis les enjeux de contribution à l'effort de réduction des prélèvements. Donc, je vous rappelle, au niveau national, un objectif de baisse de 10% des prélèvements en eau qui s'applique, entre autres, à l'usage industriel, et donc le besoin d'identifier les pistes pour pouvoir faire encore des efforts en termes d'économie d'eau. Et c'est ce qu'on va pouvoir discuter dans la suite de l'intervention. Très bien, En merci pour ce conclusion, panorama. une petite conclusion juste Ouais, après. je vous en prie. Ce qu'on Donc, constate, c'est qu'on a des impacts déjà importants du changement climatique. C'est pour pas plomber trop l'ambiance et avoir une petite note d'espoir. C'est que on fait le point aujourd'hui, on a encore un peu de temps pour se préparer et commencer à adapter. Donc c'est vraiment important d'agir. Alors vous l'avez déjà fait, mais de continuer à agir collectivement dès maintenant. De noter qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà engagés dans tous les secteurs et sur tous les territoires pour l'adaptation et sur lesquels on peut s'appuyer et travailler ensemble pour s'adapter. Et puis rappeler quand même que vous avez la chance d'être au bord du Rhône qui, même s'il est déjà impacté, on l'a dit, à moins 15% depuis les années 60 sur le débit en période de basse eau et sans doute encore moins 20% à l'horizon 2050. Mais ça reste un fleuve qui est puissant, on le voit sur le graphe à droite, par rapport aux autres fleuves français, même au plus bas, en août, on est encore à un débit de 1000 mètres cubes seconde. Et donc, malgré l'impact du changement climatique, et il faut faire des efforts pour limiter les prélèvements,
vous êtes entre guillemets pas les plus à plaindre, il y a des pistes de solutions à creuser tous ensemble. Merci. Merci beaucoup pour ce panorama très complet qui pose bien les enjeux et on voit qu'ils sont nombreux hein, sur cette ressource en eau et les perspectives d'évolution en lien avec le dérèglement climatique. Et du coup, bah, ça va faire le complément tout à fait. Donc, toujours en lien avec le travail qu'on mène, les deux CCI du Rhône et le département du Rhône, on a mené une enquête flash toute récente sur ben, voilà, où on était. Alors, ça reste une enquête, vous verrez, flash, hein, donc sur une cible à ce jour voilà, assez restreinte. Mais je passe la parole à Céline Pidimanti, ma collègue, qui va vous présenter les résultats de cette enquête. Voilà, ben, comment les entreprises perçoivent ce sujet de la ressource en eau, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs pratiques. Alors, je sais Bonjour à pas, tous, je vais te donner le contrôle peut-être Céline comme tu veux, si tu veux ou faire passer. je fais passer, allez. Ouais, ouais. Pardon, bonjour à tous. Donc effectivement, vous l'avez compris, l'idée de l'enquête et du travail commun entre le département du Rhône et les deux CCI du Rhône était de un petit peu préciser les besoins et usages de l'eau au niveau des entreprises, hein, toute taille et tout secteur d'activité confondus sur ce territoire. Parce que même si on a des ratios qui existent au niveau national et des enquêtes sur ces usages-là, comme la ressource, elle est fondamentalement attachée à un territoire donné, on ne peut pas toujours tout reproduire voilà, en termes de ratio et en termes d'usage. Donc, ça nous semblait intéressant d'aller chercher l'information directement auprès des entreprises concernées sur ce territoire. Donc, pour rappel, le territoire du département du Rhône, hein, hors métropole, comme il a été déjà dit précédemment, c'est une enquête qu'on a menée en 2 temps, hein, sur début juillet 2024 avec une relance en début septembre 2024 qui, on n'a pas fait de panel représentatif, c'était une enquête flash, Denis Chazallet l'a précisé. Donc, comme je le disais, sur tous les secteurs d'activité, sur tout le territoire du département, dont l'objectif était donc de repérer les besoins et usages de l'eau dans les entreprises, de définir, enfin d'identifier les projets éventuels qui auraient un impact sur la ressource en termes d'augmentation d'activité ou peut-être de projets de réduction dans la consommation d'eau industrielle. Et puis de faire un zoom quand même un petit peu à la fin du questionnaire sur le volet sécheresse. Effectivement, Nicolas Laroche l'a rappelé également au début, après une année très difficile 2022, une année difficile 2023 et bon, on ne parlera pas de 2024 qui pour le coup sur le plan de la sécheresse n'a pas été spécialement compliqué. Voilà, on voulait voir, on voulait sensibiliser et profiter de l'enquête pour voir comment était aborder ce sujet de la sécheresse au niveau des entreprises du territoire. Et pour précision, on ne parle pas du tout, nous, de l'agriculture, ce n'est pas notre secteur. Le bureau d'études vous l'a présenté un petit peu avant. Donc, on a eu, comme le montre le schéma là, que vous avez à l'écran, 41 réponses, dont 11 entreprises classées, installations classées pour la protection de l'environnement. Je rappelle ici que c'est des établissements classés au sens de la nomenclature par rapport à un niveau d'activité ou un niveau d'usage de produits susceptible de créer des dommages à l'environnement en général. Ce n'est pas un classement spécifique par rapport à l'eau, c'est par rapport à tout un tas d'autres paramètres. On a, même si on n'avait pas fait de panel représentatif, finalement une bonne répartition en termes de territoire. Vous le voyez, entre la partie Beaujolais, la partie Ouest Lyonnais et la partie Sud. Par contre, en termes de représentativité des activités, on a une très très forte prédominance de l'industrie, quelques commerces et très peu de services. On le verra après, c'est quand même effectivement et heureusement en lien avec l'usage de l'eau qui est fait dans les entreprises en général, puisque les commerces et les services ont des usages de l'eau qui sont globalement, essentiellement plutôt sanitaires, hormis les commerces agroalimentaires par exemple. Mais c'est vrai que les entreprises les plus nombreuses à répondre sont celles qui ont des usages de l'eau qui rentrent dans leur process, donc qui pour elles la ressource est forcément importante en termes de maintien de l'activité. Et on a une répartition par tranche d'effectifs qui est aussi représentative à peu près du territoire. Beaucoup de petits et par contre peu de gros. 50 à 249 salariés, aussi parce que ce n'était pas forcément notre cible, les gros consommateurs étant aussi visés par une réglementation spécifique. Donc normalement, ils sont bien au fait de ces éléments-là.
Principaux enseignements, on les détaillera tout au long de la présentation, mais globalement, on peut retenir que c'est très contrasté en termes de perception, pardon, par rapport aux répondants, c'est-à-dire que globalement, comme je le disais, c'est en lien aussi avec l'usage de l'eau dans l'entreprise. Les gros consommateurs jugent la ressource en eau préoccupante aussi parce qu'ils en utilisent plus que certains autres et elle est nécessaire dans leur process. À l'inverse, on a près de 50% des chefs d'entreprise qui considèrent la situation sur leur territoire qui est peu ou pas préoccupante. On détaillera un peu plus tard. Comme le disait aussi le bureau d'études, on a quand même beaucoup d'actions, enfin plusieurs entreprises qui ont déclaré avoir déjà mis en place des actions pour réduire leur consommation d'eau. Ça va de la recherche et la réparation systématique des fuites, en passant par la sensibilisation des collaborateurs, puis aussi par d'autres entreprises qui ont déjà mis en place des équipements beaucoup plus économes en eau. On a aussi pas mal sur le territoire de circuits de réutilisation de l'eau en circuit fermé dans les process qui le permettent. C'est une des actions, on le verra, qui est perçue comme la plus efficace en termes de réduction de mètres cubes et la plus rentable en termes d'euros. Par contre, c'est vrai que les entreprises, enfin les chefs d'entreprise interrogés ont eu peu d'idées ou ont une capacité pas très importante à nous donner des pistes d'action pour améliorer. Donc, on espère que le webinaire d'aujourd'hui permettra de leur donner aussi quelques idées. En termes de freins par rapport à cette réduction de consommation d'eau, on a eu majoritairement une déclaration sur les coûts financiers et le manque de priorité accordé aux projets d'économie d'eau, particulièrement en 2024. Et par rapport au dispositif de gestion de crise sécheresse, on a vraiment beaucoup d'entreprises qui nous disent qu'elles n'ont pas ou peu d'informations claires et précises par rapport à ce dispositif. Alors, ça s'explique aussi par le fait que les restrictions éventuelles, elles s'appliquent plutôt sur les plus gros consommateurs ou préleveurs d'eau sur le territoire, comme partout en France. Et donc, ceux qui consomment moins de 1000 mètres cubes d'eau par an sont globalement pas, généralement pas impactés par les restrictions éventuelles, quel que soit le niveau de sécheresse. Et donc, comme je le disais aussi, en termes d'avis et de suggestions par rapport à une meilleure gestion de la ressource en eau sur le territoire, on a eu peu de retours significatifs par rapport à ces éléments-là. Donc, pour rentrer dans le détail, en termes de consommation d'eau, 41 répondants qui représentent à peu près 373 000 mètres cubes d'eau par an. La plupart des entreprises sondées consomment moins de 1000 mètres cubes par an. C'est ce que je disais par rapport au commerce et aux services. On en a quelques-uns entre 1000 et 7000. On n'a personne, ça c'est étonnant, entre 7000 et 20 000. Et on a 5 entreprises au total qui ont déclaré consommer ou prélever plus de 20 000 mètres cubes d'eau par an sur des usages industriels. C'est indiqué dessous. On a 5 industriels de l'agroalimentaire et une industrie chimique. Donc, pardon, ça fait 6. Donc, c'est des consommations qui, à une échelle agglomérée, représentent beaucoup de mètres cubes, mais c'est vrai qu'à l'échelle individuelle, moins de 1000 mètres cubes d'eau par an, c'est ce qui explique aussi pourquoi ce n'est pas forcément la priorité dans les entreprises sur ces thématiques liées à l'environnement et au développement durable. On a un zoom sur les plans de sobriété hydrique. C'était une question en lien aussi avec le volet réglementaire. Donc, le plan de sobriété hydrique, c'est un outil réglementaire qui est à préparer dans les entreprises et à mettre en œuvre en cas de dispositif sécheresse enclenché sur votre territoire, mais qui s'applique seulement, entre guillemets, aux entreprises qui prélèvent plus de 1000 mètres cubes directement au milieu par an ou plus de 7000 au total. Donc, ça concerne effectivement pas du tout la totalité des entreprises. Et là, on retrouve alors ceux qui répondent pas, ceux qui ont un PSH en vigueur et ceux qui sont en cours de définition de PSH, c'est les 6 entreprises qui ont déclaré consommer plus de 20 000 mètres cubes d'eau par an. Les autres ne sont pas engagées, mais parce qu'elles ne sont pas concernées non plus. Donc ça, c'est logique avec le panel de répondants. Et alors, on avait une question aussi sur la provenance de l'eau consommée, très majoritairement réseau d'eau potable. Vous remarquerez que ce graphe dépasse les 100% parce qu'il y avait une possibilité de répondre, de multiples réponses parce qu'on a des usages industriels qui sont à la fois sur l'eau potable et sur le milieu naturel. Ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est les 7% de ne sait pas. Après, 7% de ne sait pas, ça fait seulement 2 entreprises. Donc, on va dire qu'on n'est peut-être pas tombé sur la bonne personne dans l'entreprise. Mais on peut avoir par contre des confusions parce que les gens pensent que l'eau potable parfois vient directement du milieu naturel et on n'a peut-être pas eu au niveau de l'enquête suffisamment d'explications par rapport à ce distinguo qu'on fait, prélèvement direct ou réseau d'eau potable. Donc je pense que ça s'explique plutôt par ce distinguo-là.
En termes de perception de ressources en eau, donc on l'a vu rapidement tout à l'heure, 39% des chefs d'entreprise interrogés pensent que la ressource est plutôt préoccupante sur le territoire, l'état de la ressource. À l'inverse, une grande majorité considère qu'elle ne l'est plutôt pas ou pas du tout. Et en fait, c'est le lien qu'on voit bien là sur le graphe de droite. C'est vraiment en lien avec, comme je vous le disais, le volume, le niveau de consommation. Ben voilà, les industriels qui utilisent de l'eau dans leur process à vraiment des quantités importantes, plus de 20 000 mètres cubes d'eau par an, ont besoin de cette ressource et seraient très impactés si elle venait à être limitée parce qu'ils ne pourraient plus produire ou pas dans les mêmes conditions. Donc, ils se sentent forcément plus concernés que ceux qui consomment sur une année beaucoup moins de mètres cubes d'eau par an. Donc ça nous semble pas anormal, même si ça montre que on a sur cette cible-là, du coup, les plus petits consommateurs, beaucoup de sensibilisation et de pédagogie à faire pour justement essayer d'atteindre conjointement les objectifs de réduction de 10%. En majorité, là, on va être sur l'eau potable puisqu'on va être sur des activités qui sont plutôt liées à des usages sanitaires de l'eau dans les entreprises. Mais voilà, ce graphe est intéressant. On est aussi sur une cible d'industriels, ceux qui pensent être sur un territoire en tension. C'est des industriels qui ont déjà aussi mis en œuvre des actions plus ou moins importantes par rapport à ce thème-là. C'est ce qu'on doit voir, voilà, tout de suite derrière. Donc, on avait proposé, alors plusieurs réponses possibles. On avait proposé tout un tas de pistes d'action dans le questionnaire. On retrouve les éléments dont j'ai un petit peu parlé au début. Recherche et réparation systématique de fuite. Les réseaux fuyards, c'est valable dans les collectivités, chez les particuliers, mais aussi dans les entreprises. Et c'est des actions efficaces qui permettent vraiment de limiter les pertes, hein. Sensibiliser les collaborateurs. Alors là, c'est efficace, mais c'est beaucoup plus compliqué à quantifier. Mais bon, au moins comme ça, si ça fait pas de mal de rabâcher, voilà, d'éviter de gaspiller de l'eau. Et puis, on a après des éléments un petit peu éparpillés entre optimisation des opérations de nettoyage avec des personnes dans les services notamment qui ont mis en place des réducteurs et des réducteurs de pression, des boutons poussoirs pour limiter les usages. On a quand même 29% des répondants qui n'avaient pas encore, à la date de l'enquête, pris des mesures pour limiter ces consommations d'eau. C'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est donc cette cible-là qu'il faut qu'on vise collectivement pour, au niveau des usages industriels de l'eau, améliorer la sensibilisation et la prise en compte de la nécessaire meilleure gestion de cette ressource en entreprise. Voilà, les autres actions, on a du circuit fermé, ont été citées à des niveaux beaucoup plus faibles. On n'est pas encore il n'y a que 3% dans la réutilisation d'eau usée traitée. C'est des process réglementaires un peu compliqués et surtout des investissements lourds, mais qui vont commencer à se mettre en place dans les entreprises, on l'espère à l'avenir, dans les process utilisateurs d'eau. On avait une question sur la partie efficacité en termes de mètres cubes économisés et rentabilité des actions. Comme je vous le disais aussi, on est sur un panel qui a du mal à quantifier les résultats obtenus par rapport aux actions qui ont été prises, même si la réutilisation de l'eau en circuit fermé ressort dans les deux cas comme le plus efficace en termes de mètres cubes et le plus rentable en termes d'euros. Mais on a beaucoup, vous le voyez aussi, dans les deux cas, des entreprises qui disent qu'elles n'ont pas le recul nécessaire pour évaluer les gains, soit en mètres cubes, soit en euros. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles aussi on peut travailler collectivement. Et là, pour le coup, des actions qui seront peut-être plus faciles à quantifier en prenant des ratios nationaux, parce que ça, c'est un peu moins lié finalement à la ressource en eau qu'on peut trouver sur le territoire. Mais ça reste des enseignements intéressants par rapport à ce que les entreprises ont déjà fait. On avait demandé aux entreprises quelles étaient de façon globale les pistes à suivre pour préserver la ressource en eau. On a eu beaucoup de retours. Donc, vous avez le nuage de mots sur la gauche. On a eu plusieurs retours sur la partie plutôt gaspillage. Mais il y en avait beaucoup qui ne se prononçaient pas non plus. Ils n'ont pas formulé des recommandations spécialement. À part le gaspillage qui est revenu plusieurs fois, on n'avait pas beaucoup d'enseignements à tirer de cette question-là. Et après, on avait la partie sur les freins. Vous le voyez, la moitié des répondants disent qu'il n'y a pas de frein pour mettre en place des projets d'économie d'eau. Donc, on est plus sur
peut-être on n'y a pas pensé. Autre problématique plus prioritaire à gérer, ça va dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que ce n'était pas le sujet du moment et encore moins en 2024. Et ressort aussi la partie coût financier trop élevé par rapport à des investissements. Et ça va avec qu'est-ce qui vous aiderait à mener, à mettre en place des projets d'économie d'eau dans votre entreprise, des accompagnements, soit financiers, soit techniques. Donc, c'est aussi ce qu'on essaye de faire de façon collective au niveau des CCI en lien avec les agences de l'eau et le département, c'est-à-dire pouvoir aider les entreprises à trouver le bon prestataire, le bon procédé et les bonnes aides financières pour permettre de mettre en œuvre les préconisations d'action qu'on est en capacité de faire. On avait quelques retours sur la réglementation et la complexité technique des projets en lien avec les usages process, mais ce n'était pas la majorité non plus. Et donc, le dernier volet, de façon à ce que je ne mange pas le temps de tout le monde, on a essayé de voir comment les entreprises elles connaissaient le dispositif sécheresse au niveau du département du Rhône. Donc, on a un petit quart des entreprises qui considèrent qu'elles sont plutôt bien informées du fait que lorsqu'il y a une situation de sécheresse, soit vigilance, alerte renforcée ou crise, ce sont des arrêtés préfectoraux qui permettent de les définir. Mais par contre, ensuite, ça se dégrade beaucoup sur la façon d'appliquer les restrictions éventuelles et de savoir où trouver, les éléments pour finalement mettre en place les préconisations qui sont proposées par ces arrêtés préfectoraux. Donc ça, c'est aussi un axe d'amélioration, même si à tempérer, comme je le disais, avec le fait que seuls les plus gros consommateurs et les plus gros préleveurs sont concernés par les mesures de restriction éventuelles sur les usages économiques de l'eau. C'est-à-dire que les usages sanitaires ne sont pas concernés par la sécheresse. Les usages domestiques dans les entreprises sont concernés, mais ce n'est quand même pas les plus importants. Il y en a quand même très peu qui ont des piscines ou qui arrosent les pelouses dans leur site. Donc, c'est à tempérer avec le panel de répondants. Si on avait fait une enquête spécifique gros consommateurs, j'ose espérer qu'on aurait eu un niveau de connaissance du dispositif sécheresse un peu plus important. Donc, de ce fait, très peu ont dit qu'elles avaient un avis à viser sur le dispositif sécheresse, puisque très peu le connaissaient. Par contre, on avait demandé si vous avez un avis négatif sur ce dispositif sécheresse, pourquoi vous le percevez de façon négative. Donc, beaucoup, en fait, aimeraient être informés de façon plus directe, soit par mail, soit par texto, de la mise en place du zonage, enfin de l'alerte ou de l'alerte renforcée. Et puis, il y en a qui perçoivent ça comme une contrainte supplémentaire et sur le fait que voilà, les dispositifs sont plutôt punitifs et pas assez sensibilisants ou je ne vais pas dire attractifs, mais plutôt pour permettre aux entreprises de s'améliorer. Voilà. Ils trouvent que c'est trop ciblé, trop restrictif et pointe un besoin d'accompagnement pour mieux connaître et appliquer les éventuelles restrictions. Voilà. Ouais. Et on avait une dernière question sur les suggestions d'amélioration, comme pour les mesures, mettre en place des mesures d'économie d'eau ou de meilleure gestion de l'eau dans l'entreprise. Très peu nous ont donné des avis, aussi parce que, encore une fois, par méconnaissance du dispositif. Mais globalement, je pense que collectivement, on peut s'améliorer à l'information, enfin, à permettre un accès à l'information plus direct. Il y en a beaucoup qui ne connaissaient même pas les pages de la préfecture du Rhône sur lesquelles vous pouvez trouver toutes les infos. Donc déjà, si on peut travailler collectivement là-dessus, je pense que ça permettrait aussi d'améliorer les choses dans ces entreprises-là. Donc, Merci Céline. J'ai fini cette partie enquête. Pour cette partie enquête, voilà, qui donne quand même, ça reste une enquête flash, mais ça donne quand même une première vision un peu de la situation des entreprises pour le sujet. Et pour compléter rapidement, puis après on passera aux échanges, juste, ça reprend d'ailleurs, vous allez voir des éléments qui sont ressortis suite au résultat de l'enquête qu'on vient vous présenter. Alors c'est très synthétique, parce qu'après évidemment c'est du cas par cas dans les entreprises. Quelques exemples ou quelques pistes de bonnes pratiques qui peuvent être déployées
dans les entreprises, voilà, pour optimiser et surtout d'abord économiser, hein, la ressource en eau et optimiser son usage, hein. Voilà, donc ça paraît évident, mais il faut toujours le rappeler, hein. La première étape, c'est déjà de bien connaître ses consommations, hein, donc de les connaître, de les suivre, de les piloter, et ça passe souvent. Alors là, pour des entreprises qui sont déjà un peu plus grosses consommatrices, hein, suivant les activités, de mettre en place aussi des moyens de comptage, hein, y compris des moyens de sous-comptage, de comptage intermédiaire, hein, en fonction des différents usages de l'eau au sein de l'entreprise, hein, pour voilà, regarder au mieux voilà, comment est consommée l'eau, sur quels postes principaux elle est consommée, où est-ce qu'il y a éventuellement des fuites, hein, on l'a dit, hein, la problématique des fuites, elle est permanente et elle doit être suivie dans les entreprises. Et donc se questionner, chercher à optimiser au niveau de chaque poste, hein. On a parlé du lavage, hein. Je peux prendre l'exemple, par exemple, des industries agroalimentaires, où il y a un gros poste lié, pour des questions sanitaires évidemment, au lavage, hein, qui est indispensable, mais qui peut être aussi optimisé. Il y a déjà beaucoup d'entreprises dans ce secteur qui travaillent sur ces sujets-là, hein, voilà, sur les sujets aussi des boucles fermées, du recyclage, la réutilisation de l'eau, voilà. Dans le traitement de surface, par exemple, hein, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en boucle fermée, qui réutilisent l'eau en cascade. Voilà, alors je ne vais pas détailler chaque mesure, hein, vous aurez accès au diaporama, hein. L'idée, c'est de résumer sur les pistes principales, nous, qu'on peut voir dans les entreprises. Donc là, on est toujours plutôt sur les entreprises industrielles, hein, qui sont quand même les plus grosses consommatrices, hein. Et donc, vous voyez un certain nombre d'actions qui peuvent être déployées. On a parlé du circuit fermé, tout ce qui est alors TAR, les tours aéro-réfrigérantes, hein, pour les entreprises qui utilisent ce type de procédé, hein. Il y a des possibilités aussi de réduire de manière assez significative la consommation d'eau. Et puis, alors ça, on est plutôt sur la partie technique, mais il faut jamais, et ça souvent, c'est vrai que c'est un message qu'on fait beaucoup passer dans les entreprises, hein, parce qu'on a souvent affaire à des profils techniciens en face de nous. Toute la partie organisationnelle, ça a été évoqué par Céline, hein, mais qui est très importante, hein. Donc, voilà, l'eau, ça concerne tout le monde dans l'entreprise, hein, comme les déchets, quand on travaille aussi avec les entreprises sur ce sujet-là. Donc, le personnel doit être sensibilisé, hein, voilà, un usage raisonné, voilà, bien consommer l'eau. Donc, il y a un gros travail de sensibilisation, d'accompagnement des équipes à faire et qui donne souvent des résultats assez spectaculaires, hein. Voilà, tout ce qui est récupération des eaux, donc là, il y a un grand champ qui s'ouvre. On est quand même très en retard en France, hein, par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres pays, notamment des pays du Sud. Je pense à l'Espagne, hein, par exemple, en Europe. Donc là, il y a un champ qui s'ouvre. Il y a des évolutions réglementaires en cours, hein, qui vont normalement accélérer ces aspects-là. Et puis après, dans des périodes de crise, bon, après, il y a comme l'a dit Céline, il y a des entreprises qui sont directement soumises à des réglementations et qui sont en cas d'épisodes de sécheresse aiguë, qui vont être soumis à des restrictions, voire à des arrêts de production, hein, peut-être dans les cas les plus extrêmes, hein. Mais ça peut passer aussi par aussi planifier en amont, reporter certaines opérations. Voilà, donc là, si on regarde plus sur les activités commerce, hôtellerie, restauration, hein, CHR dans notre jargon, là aussi, il y a tout un tas de gestes, hein, à mettre en place. Voilà, hein. Donc, privilégier l'eau du robinet, ça, je pense que c'est quand même des pratiques qui commencent à bien se diffuser. C'est valable dans le tertiaire aussi, hein. Donc, tout ce qui est évidemment bonne pratique de base, hein, tout ce qui est mousseur sur les robinets, voilà, nous on fait des audits du label clé verte, hein, dans les hôtels. On voit quand même que ce sont des pratiques qui commencent à largement se diffuser dans ces activités-là. Les chasses d'eau à double commande, je ne vais pas voilà, détailler chaque mesure, hein, mais évidemment tout ce qui est aussi suivi, vérification, sensibilisation du personnel, voilà. Donc tout un tas de mesures très pratiques qui peuvent être mises en place sur ces activités, mais pour pas mal d'entre elles qu'on peut étendre aussi aux activités tertiaires. Et donc par rapport à ça, au niveau aussi des chambres de commerce et d'industrie du département, on est en capacité déjà de vous informer, de vous orienter, de vous accompagner, de vous mettre en relation aussi avec les acteurs publics et privés qui vont vous proposer des aides et des accompagnements. On a vu que c'était attendu sur le plan technique et financier. Et là, je vais passer la parole à ma collègue Elisabeth Mézen de la CCI de Villefranche et du Beausoleil, qui propose notamment des diagnostics eau aux entreprises de son territoire. Elisabeth, si tu veux dire quelques mots sur ce diagnostic.
Je ne sais pas si Elisabeth. Excusez-moi, je disais bonjour à tous, j'avais oublié de rebrancher le micro. Oui, Il existe une convention régionale entre l'Agence de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse et 4 CCI, donc celle du Beaujolais, l'Ain et Nord-Isère et la Drôme. Convention qui fait que nous proposons aux entreprises un diagnostic eau pour leur demander où ils en sont de leur consommation d'eau. Donc, elle a démarré en janvier, elle se terminera en décembre de cette année. Donc, l'idée, c'était, par rapport à ce qu'ont dit mes collègues, c'était donc de mesurer l'impact des usages de l'eau dans l'entreprise, identifier les économies d'eau possibles et mettre en place tout ce qui vous a été présenté, des actions, solutions de sobriété hydrique. Donc, on va en entreprise, on fait une phase d'analyse des consommations d'eau, on collecte les données sur la consommation d'eau, on visite les locaux, on a une interview du chef d'entreprise ou du responsable que l'on a en face de nous, et ensuite on restitue un rapport avec des solutions d'économie d'eau qu'on essaye d'être le plus clair possible. On oriente également, bien évidemment, parce qu'on a la demande vers des dispositifs de financement quand ils existent. Et puis, on a aussi, comme il a été dit un peu plus précédemment, sur des prestataires, une liste de prestataires quand nous avons besoin de solutions techniques. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur. ok, Et j'allais dire, ce diagnostic s'adresse aux entreprises très consommatrices d'eau, mais on descend également à toute entreprise qui est intéressée par le sujet de l'eau, parce que quand même, nos entreprises sont quand même bien conscientes de l'importance de cette ressource et de très l'importance bien, de la merci préserver. Elisabeth. Donc pour l'instant, effectivement, ce diagnostic est proposé sur le territoire du Beaujolais, mais voilà, on a des perspectives pour que l'année prochaine, toujours en lien avec les services de l'État et l'Agence de l'eau, il puisse être proposé sur l'ensemble du département du Rhône. Voilà. Par les deux CCI, on vous tiendra informé de ces évolutions. Là, il y avait deux témoignages. Alors, je ne vais pas, pour laisser quand même un tout petit peu de temps aux échanges, vous aurez accès, on vous enverra le diaporama, donc vous aurez accès, il y a un lien qui vous amène vers deux témoignages d'entreprises. Alors là, on est plutôt sur des entreprises industrielles, hein, une entreprise, une laiterie, un Candia, et puis une teinturerie, je crois qu'il est dans le Beaujolais d'ailleurs, un TIL, Oui, voilà, qui teinturerie impression de Lyon, c'est un petit retour, voilà, d'expérience sur les actions qu'ils ont pu mettre en œuvre sur le sujet. Et donc, je vous propose de passer maintenant à la phase d'échange, hein, sachant que vous avez là le lien aussi vers la page internet régionale, hein, du réseau des CCI. On a sur le site internet donc, de la CCI régionale tout un dossier consacré à l'eau, au sujet donc de la sobriété et l'efficacité hydrique des entreprises aussi. Donc n'hésitez pas aussi à vous y reporter. Vous aurez plein d'informations, des informations aussi sur tout le volet sécheresse, hein, qu'on a largement évoqué. Donc voilà, donc ça c'est une action globale qui est menée au niveau régional en lien avec les services de l'État. Voilà, donc là, écoutez, à vous la parole, j'allais dire, hein. Donc n'hésitez pas soit à prendre la parole directement, ou j'ai pas vu est-ce que dans le chat, quelqu'un peut me dire si on a soit des remarques ou des questions qui sont apparues? Je ne le vois pas à mon niveau. Pour l'instant, non. Non. Pour l'instant, non, d'accord. Ou s'il y a des participants qui veulent poser des questions, faire part d'un témoignage. Non, pas à ce stade. Moi, j'avais juste une petite question peut-être pour le département du Rhône, par rapport à l'étude qui nous a présentée, peut-être rapidement, mais c'est quoi un peu là, les suites là, qui sont prévues suite à cette étude en termes de planification peut-être? Alors effectivement, sur la suite et la conclusion de l'étude, on est sur un calendrier plutôt premier trimestre 2025. On est en train de terminer les ateliers à la fois de partage des connaissances et d'identification de pistes d'action, soit encouragées, soit initiées. Donc on a fait une première vague sur le mois de septembre avec les acteurs de l'eau et de l'aménagement. On a ce temps auprès des acteurs économiques ce matin et on fait un atelier spécifique avec les professionnels et la problématique agricole et accès à l'eau en fin de mois.
Donc une fois qu'on a fini ce travail-là, on va pouvoir affiner la proposition de feuille de route pour concilier besoins et ressources, et elle sera présentée et validée au cours du premier trimestre 2025 pour le calendrier D'accord. macro. Merci. Je vois qu'il y a peut-être un participant. Alors, qui... Oui, bonjour à tous. Oui, Fabrice Cormoran du département du Rhône. oui, J'ai une je vous question en pour prie. les Bonjour. bonjour. J'ai une question pour les deux CCI. Est-ce Oui. que par rapport à ce questionnaire, est-ce que dans les autres CCI en France et en Navarre, il y a eu ce type de questionnaire et est-ce qu'on arrive peut-être sur la même tendance et peut-être comment aussi les CCI sur le volet plutôt information-formation, comment ils ont amené peut-être des préconisations? Alors, donc sur d'autres, alors peut-être, enfin en tout cas, nous, il y a eu, peut-être Céline, toi, tu connais mieux, mais en fait, il y a eu une enquête aussi régionale qui a été menée au niveau des CCI Auvergne-Rhône-Alpes, déjà, qui a eu lieu, si je dis pas de bêtises, en 2023, hein, c'est ça, Céline, C'est ça. me semble-t-il. Et je me demande si au niveau national, il n'y a pas quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais à ma connaissance, C'est pas, je, alors, je sais pas s'il y a eu des enquêtes menées dans les autres régions. Alors, il y a plusieurs initiatives hein, à ma connaissance. Donc, il y a le réseau des chambres des métiers de l'artisanat qui commence à se mobiliser aussi par rapport à leurs ressortissants sur des secteurs d'activité ciblés, comme par exemple, pour ce qui concerne Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, les fabricants de glace, les glaciers et puis les coiffeurs. Donc là, ils sont capables, ils ont enquêté spécifiquement ces activités-là, ils les suivent de façon un peu plus précise et ils vont être en capacité de sortir des résultats et des ratios au niveau régional. Et c'est une pratique, alors je connais mal au niveau national le réseau des chambres des métiers, mais qui est amené à se déployer. Au niveau du réseau des CCI, on a un groupe de travail national qui vient de se monter, qui a démarré en juillet 2024, qui permet dans un premier temps déjà de recenser toutes les initiatives locales, parce qu'on a des territoires qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. Sur l'information et la sensibilisation des entreprises aux usages de l'eau. Les plus avancés sont notamment la Bretagne la Bretagne, oui. la Bretagne et la région de Nantes. Mm. La partie Pays de Auvergne-Rhône-Alpes, là, on est Loire. plutôt bien placé. Voilà, Nantes, Pays de la Loire. La partie Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes est plutôt bien placée avec la démarche sobriété et efficacité hydrique qui avait été initiée par la préfète de région l'année dernière. Et on a beaucoup de choses aussi qui se font sur Nice-Côte d'Azur. Donc ça permet déjà de recenser tout ça, de faire profiter chacun, au niveau de tout le réseau, chacun des bonnes pratiques. Et en termes d'études spécifiques par rapport à votre question, donc nous, on a une étude de beaucoup plus grande envergure qui est en cours sur le département de la Loire, dont les résultats pourront également être diffusés. Mais ces études-là, ces initiatives sont généralement liées aux démarches de territoire qui sont portées également par les départements dans le cadre des SAGE, des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, et des études HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat, qui se déploient elles aussi plus ou moins selon les territoires. Et généralement, quand on a une étude, une enquête spécifique auprès des entreprises, c'est qu'on a une étude HMUC au global pilotée par les départements et d'autres acteurs, et ça permet d'alimenter les études en question. Donc, comme tous les territoires ne sont pas concernés par des SAGE, tous les territoires ne sont pas concernés par des études, mais globalement, et notamment sur Auvergne-Rhône-Alpes qu'on connaît mieux, on a des enquêtes de ce type-là qui ont eu lieu dans le 63, qui sont en cours de déploiement dans le 03, en lien avec ces démarches de territoire. Donc, on espère bien que le groupe de travail national va nous permettre de faire remonter toutes ces infos-là et de sortir des données complémentaires à ce qui a été fait aussi par les ministères. Hein. On a un rapport sur l'usage de l'eau dans les installations classées pour la protection de l'environnement qui est sorti récemment et qui est très intéressant, mais qui reste cantonné aux gros consommateurs. Et on l'a vu, la marge de manœuvre, elle est peut-être plus sur les moyens et petits consommateurs qui sont de fait moins sensibilisés déjà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Merci. Mais par rapport à l'enquête régionale, moi, ce que j'ai en tête, c'est que nos résultats de l'enquête flash corroboraient quand même assez Oui. bien avec aussi ce qui était ressorti de l'enquête régionale, qui était aussi une enquête
plutôt type flash aussi, hein, voilà, voilà. Ok. La tendance sur la Loire, sans dévoiler tout parce qu'on n'a pas terminé l'exploitation des résultats, mais on avait fait une enquête gros consommateurs, donc plus de 7000 mètres cubes d'eau par an, et une enquête flash comme celle pour le département du Rhône, notamment sur les gros consommateurs, les moins 10% dont on parlait, qui sont l'objectif du plan eau de mars 2023. Globalement, depuis 2019, les gros consommateurs l'ont déjà fait. En fait, c'est des données qu'on a collectées auprès des entreprises et on se rend compte que ces entreprises-là, globalement, les moins 10%, elles y sont déjà sans remonter au calendrier grec. Enfin, si on remonte, on a des données assez précises depuis 2019. Donc, sur 5 ans, on est déjà vraiment sur une bonne tendance par rapport à ça. C'est beaucoup plus difficile à mesurer chez les petits consommateurs parce qu'ils comment dire, ils estiment leur consommation d'eau à 1000 mètres cubes d'eau par an et en dessous, on n'arrive pas bien à savoir comment ça évolue, quoi. Mais sur les gros, on se rend compte que la problématique est déjà bien intégrée, heureusement. Et j'en profite d'avoir la parole. Juste dans les retours qu'ont fait les entreprises, est-ce que le prix de l'eau est venu quelque part de dire c'est un frein, pas un frein, ou je fais des économies parce que le prix, est-ce que la partie économique, vous avez eu ce type de remontée? Alors, pas sur le prix de l'eau. Le frein, c'est plutôt justement le fait que les projets sont pas rentables parce que Coût des justement, le investissements. prix de l'eau ne permet pas d'avoir des temps de retour sur investissement intéressants. Si on fait le parallèle avec un projet sur l'énergie, le prix du kilowattheure étant beaucoup plus élevé proportionnellement que le prix du mètre cube d'eau, un projet d'investissement dans un système économe en énergie se rentabilise beaucoup plus vite que sur le thème de l'eau. Donc, nous, on essaye de sensibiliser les entreprises pas sur le prix, parce que justement, ce n'est pas le levier, mais plutôt sur le risque, c'est-à-dire, oui, mais si un jour, il n'y a plus d'eau, bah, vous ne pouvez plus travailler. Donc, de majorer Donc là, finalement, il y aura un voilà, coût, du coup. d'intégrer. Voilà. Il y aura un gros coup d'arrêt Voilà. et on essaye de leur montrer, enfin, de faire majorer finalement ce prix de l'eau par un prix de risque. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça de façon claire, mais que finalement, dans le choix qui est fait des investissements dans les entreprises, on ne prenne pas le prix de l'eau tel qu'il est au mètre cube sur la facture, mais qu'on le majore d'un pourcentage de risque qui ferait que si finalement il n'y a pas d'eau au robinet en juillet prochain, bah, vous allez être obligé d'arrêter et de mettre tout le monde au chômage partiel. Ça aura un coût bien plus important que l'investissement finalement que vous n'avez pas voulu faire parce qu'il y avait un temps de retour trop important. Mais c'est pas facile à faire entendre parce qu'on a une culture qui fait que bah, l'eau, on ouvre le robinet, elle coule. Donc, c'est encore une fois beaucoup de sensibilisation et d'information par rapport aux éléments qu'on retrouve dans l'étude que vous avez faite, hein, qui sont très intéressants par rapport à la disponibilité de la ressource et la fragilité, parce que ça a été dit, hein, la qualité va être perturbée par la baisse des débits dans les cours d'eau et la hausse des températures, mais également la baisse des débits. Baisse des débits dit augmentation des concentrations. Donc, voilà, c'est des enjeux qu'on essaye d'expliquer, y compris à travers les diagnostics eau. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière pour pas Peut-être trop pour déborder? compléter ce que tu Oui, évoques, Céline, avant de oui, reposer Nicolas. la question, et qu'on voit assez bien dans l'analyse rétrospective des dernières années, c'est aussi que les périodes de fragilité d'accès à l'eau, elles se décalent un peu dans le temps. Et pour les chefs d'entreprise, c'est important d'avoir ça en visibilité. C'est que finalement, la période de sécheresse estivale, qui jusqu'à présent concernait juillet-août principalement, sur des périodes où on a quand même un ralentissement de l'activité économique, depuis 2020, on a des périodes de sécheresse qui tirent jusqu'à mi-octobre. Oui, Donc ça les mois c'est de important. septembre et d'octobre sont des périodes qui deviennent des périodes de fragilité et de risque vis-à-vis de l'accès à l'eau. Donc c'est aussi pour ça que la notion de prix de risque lié à l'arrêt d'activité ou autre, ça peut concerner des mois comme septembre-octobre. Ou À même titre avant indicatif, d'ailleurs, hein. en Ou même mai, juin. 2023, l'arrêté Saône, sécheresse Saône, il s'est étendu jusqu'à mi-octobre. Voilà. Donc, Oui, et parfois ça démarre fin mai, début juin. et Évidemment, ça ça peut commence démarrer avant plus même. tôt. Oui. Ouais. Exactement. Donc oui, vous avez raison, c'est des éléments nouveaux liés au changement climatique, hein, dont on a parlé également, dont il faut que les entreprises
prennent en compte désormais dans le suivi et la gestion. Effectivement, au mois d'août, on a beaucoup d'entreprises industrielles qui ont leur coupure estivale, donc finalement, ça tombait pas trop mal. Mais on ne va pas faire une coupure estivale de juin à septembre. Donc oui, il faut l'intégrer et c'est, je pense, l'enjeu de ces prochaines années par rapport à la sensibilisation, à l'information, en lien avec ce que disait, pour finir sur une note un peu plus positive, Madame Robert, sur la disponibilité du fleuve Rhône. Voilà, il n'y a peut-être pas encore complètement péril dans la demeure, mais il ne faut plus tarder non plus, parce que la ressource n'est pas inépuisable non plus. Très bien, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on va en rester là. Je vous remercie de votre participation, de votre écoute. On reste à votre disposition, hein, pour des contacts, des conseils éventuels. Donc, comme je l'ai indiqué, donc le support vous sera transmis. Ce webinaire a été enregistré également, donc vous aurez accès par un lien au replay de ce webinaire qu'on va essayer aussi de diffuser largement pour toutes les personnes ou entreprises qui n'ont pas pu participer. Écoutez, merci. Donc tous engagés ensemble pour la ressource en eau sur le département du Rhône. Et donc au plaisir de vous retrouver. Merci de votre écoute et de votre participation. À bientôt.